Bienvenue dans cette édition de 15h. Voici les principaux titres de l'actualité de ce samedi. Les FAD qui ont fêté hier soir au Palais du Peuple leur 40e anniversaire à travers une soirée d'animation. Et puis au Brésil, répit du président brésilien Michel Temer après un non-lieu dans le cadre d'une enquête l'accusant d'avoir financé dans le financement de sa campagne électorale. Une soirée haute en couleur a été animée hier soir par les groupes Harbi des forces armées djiboutiennes au Palais du Peuple, placé sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Ainsi, la soirée a débuté, donc, comme vous l'avez vu, de son arrivée sur le lieu vers 21h. Il a été accueilli par le général des divisions Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, en présence du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon. Il faut noter la présence des nombreux membres du gouvernement, ministres et secrétaires d'État, ainsi que des invités de toutes les catégories de la population. Les militaires ont eu une invitation à part, comme cette soirée était bien à la leur. Les groupes Harbi des forces armées djiboutiennes, que la population djiboutienne connaît si bien dans les registres des chants patriotiques, a proposé hier soir une soirée intitulée Wayo Arag. Cette soirée commémorant le 40e anniversaire des forces armées djiboutiennes retrace aussi l'histoire du pays qui accéda à l'indépendance 21 jours après la création de l'armée djiboutienne. Feu! Repos! شعبي يدور لك دركو ونبلغ دوغسدا عياني لا دونيا Cette soirée a été marquée donc par beaucoup de chants patriotiques et des sketchs qui ont beaucoup attiré l'attention des spectateurs, qui étaient également retransmises en direct sur les ondes de la radio-télévision jusqu'à minuit.
curadadii lanaga dilay iltirow colaadihiina soo maray iltirow curadadii lanaga dilay iltirow colaadihiina soo maray naga caafisaye cusublow adowga hajabo cusublow adowga hajabo عصبيو برواقيو عمر سمان كنا جينايه عبري دار الله عصبيو برواقيو عمر سمان كنا جينايه عبري دار الله iltiro adowga hajabo cusublo adowga hajabo. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a présidé une réunion avec une équipe de la Banque mondiale conduite par Mme Elisabeth Ziraï. L'objectif de cette réunion était de renforcer le volet de la lutte contre la malnutrition qui touche un grand nombre d'enfants et des femmes enceintes à Djibouti. Ce volet intègre également les réfugiés qui sont prise en charge au niveau des structures sanitaires du ministère de la Santé. Lors de cette réunion, le ministère de la Santé a présenté de façon détaillée le travail réalisé dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, le dépistage et les défis et les perspectives envisagées, notamment la création d'une deuxième structure de référence pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère avec complications. Cette initiative s'intègre dans le cadre de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant qui reste donc une priorité pour le ministère de la Santé. À l'occasion du mois béni de Ramadan, les centres médicaux hospitaliers de Tadjoura a procédé à une opération de remise des produits alimentaires à presque une centaine de membres de ces CMH, donc des personnels qui ont bénéficié de vivres composés notamment comme à l'accoutumée des sacs de farine, de riz, d'huile, ainsi que de date cette importante ration alimentaire est distribuée au personnel les plus nécessités du centre médico-hospitalier de Tadjoura. C'est donc dans l'enceinte de ce même centre que la distribution a eu lieu en présence du médecin-chef du CMH. نحن بلي مسجنوي ميرسي كاكينا فيه كدك كاكا حسنا هاي pas de salaire élevé. Et ça aussi, même si ce n'est pas si grand, mais c'est un moyen de soutien pour aider les familles et les personnes qui sont en difficulté. Et c'est un coup de main, et ça ne sera pas la dernière fois, comme ça a été déjà une fois, et ça se répétera. Et Inch'Allah Ta'ala, on espère aussi de plus pour tous les personnels et tous les agents qui sont avec nous. Et tout un camion est venu ici spécialement pour livrer ce don au personnel de la santé, particulièrement ceux de Tadjoura, a été fait à Dikil, à Obok et à Ali Sabié, sans oublier tous les personnels avec un salaire minimum qui se trouve aussi au niveau national. Et puis sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne des sports des boules a organisé hier après-midi la clôture de fin de saison des activités sportives 2016-2017. Ça s'est passé au stade Gouled, c'est par des remises des trophées des différentes compétitions du championnat national et Coupe de Djibouti, suivi par le tirage pour les tournois des Ramadan. Et cette cérémonie a été marquée, occasion également pour les participants de rompre les gènes autour d'un futur collectif. Le président de la fédération n'a pas manqué de remercier le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour son soutien dans la promotion de cette discipline au niveau national et international. shanta shampiyona iyo aqliga labada caawa markaan xaflad degmada Carta labadaas ciyaarood tan sanadkii xigay
En sport toujours, la Fédération djiboutienne des Dakaitorio a organisé une compétition pour le mois béni de Ramadan dans la région de l'Unité. Plusieurs clubs des Dakaitorio, des Dikil, se sont affrontés durant cette première partie du mois de Ramadan et les finalistes vont se retrouver prochainement à Djibouti. On prépare à ces soirées le préfet de la région des Dikil, Mohamed Chour Hassan, les comités des fédérations djiboutiennes des Dakaitorio, ainsi que les différents responsables de cette fédération. Et puis à l'occasion du 40e anniversaire de la République de Djibouti, nous allons revenir sur quelques moments forts de l'accession à la souveraineté nationale survenue le 27 juin 1977. Parmi ces faits saillants, il s'agit notamment de la levée du barrage de Balbala et de passage au week-end de vendredi. Avant l'indépendance, Balbala était un bidonville dans lequel se réfugiaient les personnes expulsées de la ville de Djibouti ou qui ne parvenaient pas à y pénétrer à partir de l'installation du barrage de Djibouti en septembre 1966. Jusqu'à l'indépendance de Djibouti en 1977, il est plusieurs fois détruit et reconstruit. Pour le Djiboutien, la levée du barrage de Balbala a été un moment fort. Depuis cette date, le quartier s'est agrandi considérablement. Balbala est divisé en plusieurs sous-quartiers. On y trouve également des lotissements public ou privé d'événements. Même aujourd'hui, la partie la plus importante de la ville de Djibouti. Elle est dotée de toutes les infrastructures modernes et la majorité des citadins résident. L'acquisition de la souveraineté nationale a été une chose très importante et très bénéfique pour la population djiboutienne dans de nombreux domaines. La pratique religieuse, la lecture du Saint-Coran et la prière n'étaient pas très considérées pour l'administration coloniale, sont devenues des priorités pour les nouvelles autorités djiboutienne. Selon le Cheikh Goura, un religieux influent, depuis l'indépendance, tout ceci a été amélioré. Les mosquées ont été un statut de fonctionnement. Les personnes qui travaillent ont le même droit que les autres employés de l'État. La lecture du Saint-Coran est très vulgarisée auprès de la population djiboutienne. Des concours sont organisés régulièrement dans le pays et aujourd'hui, Djibouti organise chaque année un concours régional qui est clôturé par le prix du chef de l'État. Quelques mois après l'indépendance, une décision importante a été adoptée au Conseil des ministres avec le passage au week-end de vendredi. Depuis l'ouverture de classes primaires, dans notre pays, les jeunes n'avaient pas l'occasion de souffler un jour dans la semaine. Le vendredi, ils étaient en classe et le dimanche, ils se rendaient à l'école coranique. Ce passage a eu un impact très important sur la vie des familles djiboutiennes, surtout pour les élèves en bas âge qui suivaient l'école coranique et lors de la prière du vendredi. Cheikh Goura témoigne que le passage au week-end de vendredi a soulagé les élèves qui suivaient l'école coranique. Le passage au week-end de vendredi a soulagé les Djiboutiens qui se rendent plus facilement à la prière de vendredi. Le handicap a été levé finalement. La souveraineté nationale a permis à Djibouti d'adopter toutes les fêtes musulmanes, jours fériés que nous avons hérités du colonialisme, a laissé la place aux fêtes qui sont chômées et payées à l'heure actuelle. 40 ans après l'indépendance, Balbala est devenue une ville à part, très attractive, et le passage au week-end de vendredi a soulagé les jeunes djiboutiens et amélioré la pratique religieuse pour la population djiboutienne. Actualité à l'étranger, le tribunal supérieur électoral du Brésil a prononcé un non-lieu ce samedi dans l'affaire des accusations de financement illégal des campagnes électorales de 2014. Après 4 jours de procès, le président du tribunal supérieur électoral a finalement eu le dernier mot. Les votes de Gilmar Mendes a été décisif par 4 voix contre 3. Il a permis au président Temer
d'éviter donc de voir son mandat invalidé. Une courte majorité de juges a estimé que les preuves obtenues récemment durant l'enquête sur le scandale des corruptions Petrobras ne pouvaient pas être retenues dans ces procès. Le président du tribunal s'est longuement expliqué, estimant qu'il vaut mieux payer le prix d'un gouvernement mauvais et mal choisi que celui de l'instabilité du système. Michel Temer et l'ancienne présidente aujourd'hui destituée Dilma Rousseff étaient accusés d'avoir bénéficié d'argent sale pour financer leur campagne électorale de 2014. Aujourd'hui largement impopulaire, Michel Temer reste donc à la tête du Brésil jusqu'en 2018. Le président américain Donald Trump a accusé vendredi James Comey de mensonge et il s'est dit prêt à démentir sous serment le témoignage de l'ancien directeur du FBI qui a affirmé que le président américain lui avait demandé d'abandonner une enquête sur l'un de ses ex-conseillers. Le dirigeant, à l'occasion d'une conférence de presse avec le président roumain Klaus Iohannis, a promis de dire dans un avenir très proche s'il détenait des enregistrements et des conversations privées avec James Comey, comme il l'avait insinué dans un tweet, mais il a prévenu: vous serez très déçus quand vous l'entendrez, a-t-il donc dit. La Maison Blanche sera vraisemblablement contrainte d'éclaircir le mystère avant le 23 juin. La commission du renseignement de la Chambre des représentants ayant demandé vendredi la production de ces enregistrements s'il en existait avant cette date. M. Comey, le 9 mai, a affirmé cette semaine que le milliardaire lui avait demandé d'abandonner un volet de l'enquête russe sur le général Michael Flynn, ex-conseiller à la sécurité nationale. Jusqu'à présent, le dirigeant américain avait laissé à ses proches répondre dans les médias selon une ligne directrice qui devient apparent à ne retenir que certaines parties du témoignage de M. Comey, et donc dénoncer les plus accablantes pour les milliardaires. On marque une pause et on se retrouve pour le focus. Et puis dans cette seconde partie du journal, on parle du Japon et des JO. Pour commencer, le Japon, où le Parlement a voté une loi permettant à Akihito d'abdiquer en faveur de son fils. De son fils, effectivement, Abdelrahman. Bonjour à tous. Le Parlement japonais a voté donc hier une loi permettant à Akihito d'abdiquer en faveur de son fils aîné, le prince Naruhito. L'empereur très populaire avait fait savoir en août qu'en raison de son âge, qu'il souhaitait céder sa place donc à son fils. C'est une première, en plus de 200 ans, le Parlement du Japon a voté hier une loi permettant à l'empereur Akihito, âgé de 83 ans, de céder le trône à son fils aîné. Akihito avait créé la surprise en août dernier en laissant filtrer dans une allocution télévisée ses craintes quant à ses aptitudes à accomplir les multiples tâches liées à son rang de symbole de la nation et de l'unité du peuple nippon. La loi ne s'applique
qu'à lui seul et il doit céder la place au prince Naruhito à une date qui sera fixée par décret dans les 3 ans suivant son entrée en vigueur. Donc si tout se passe bien comme prévu, donc l'empereur pourrait, selon la presse japonaise, renoncer à ses fonctions dès fin 2018 et laisser au prince héritier le trône du chrysanthème début 2019 après 3 décennies d'un régime baptisé Heisen en langue japonaise ou parachèvement de la paix. Né le 23 décembre 1933 en pleine conquête militariste de l'Asie par le Japon, Akihito, l'empereur Akihito, était enfant quand son père Hirohito fut déchu de son statut divin à la suite de la capitulation nippone intervenue en août 1945. Ce frêle octogénaire à la voix douce, héritier de la plus ancienne famille régnante dans le monde, dont les racines remontent à plus de 2600 ans, selon la mythologie, au 7e siècle après Jésus-Christ, selon les historiens, s'est efforcé de se rapprocher des citoyens japonais, auprès de la majorité desquels il jouit d'un immense respect. Et puis pour les CIO, les comités internationaux olympiques qui valident la double attribution aux Jeux de 2024 et 2028. Donc c'était toujours dans ce week-end que le comité international olympique a tranché. Le 13 septembre, donc à Lima, les villes hôtes des 2 Jeux olympiques et paralympiques d'été seront accordées pour 2024 et pour 2028. Ce n'est pas la première fois que le CIO procède à une double attribution. La dernière fois, c'était en 1921. À Paris, on avait bénéficié. Le suspense est donc terminé. À l'initiative de son président Thomas Bach, le comité international olympique, le CIO, a décidé le coup d'envoi de la réforme du processus d'attribution des Jeux olympiques et paralympiques d'été le 13 septembre donc à Lima. Ce ne sera plus seulement la ville hôte des Jeux en 2024 qui sera élue, mais également celle des Jeux de 2028. Donc avec Paris et Los Angeles, candidates pour les JO 2024, nous avons 2 grands projets, 2 grandes villes, a ajouté Thomas Bach, qui souhaite ainsi garantir aux 2 villes l'obtention des Jeux, soit en 2024, soit en 2028. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.